Merci. Bonjour. Donc, je vais vous parler effectivement du secteur du bâtiment, d'efficacité énergétique dans les bâtiments. Et je vais présenter donc des recherches qui sont menées dans différentes écoles de l'Institut, avec un objectif donc d'aboutir au facteur 4 de réduction des gaz à effet de serre. Ce facteur 4, on aurait pu se dire peut-être qu'il sera un peu plus élevé dans certains secteurs, un peu moins dans d'autres. Dans le doute, on a gardé une équirépartition des efforts. Donc, on a gardé ce facteur 4 dans le secteur du bâtiment comme objectif et à l'échelle des bâtiments ou à une échelle plus large. Alors, je vais commencer par rappeler quelques enjeux, vous présenter les recherches qui sont menées et les compétences qui ont été développées, et puis terminer ensuite avec des perspectives. Donc, on l'a vu, le bâtiment, c'est le secteur finalement le plus consommateur d'énergie, 2 fois plus que l'industrie. Alors, on pourrait se dire, chaque bâtiment, effectivement, consomme peu, mais c'est les 30 millions de logements et les millions de mètres carrés de tertiaires qui font que, globalement, c'est un secteur effectivement très consommateur. 66% de l'électricité, hein, donc une proportion encore plus large, d'où une importance de ces secteurs en lien avec le réseau et la gestion du réseau électrique. Et sans compter aussi l'énergie qu'il faut pour produire les matériaux de construction, qui est comptée dans le secteur industriel, mais finalement qui se rattache aussi au bâtiment. Alors, on l'a rappelé aussi, on voit beaucoup ce qui vient à l'esprit, c'est les bâtiments neufs, les chantiers de construction. Et on oublie que, en fait, la construction neuve, c'est seulement 1% du parc de bâtiments. Et donc, si on veut réduire d'un facteur 4 les émissions sur l'ensemble du parc, eh bien, il faut vraiment s'intéresser aussi aux bâtiments existants. Alors, bien sûr, on peut agir au niveau de chaque bâtiment, mais il y a des degrés de liberté supplémentaires qu'on peut utiliser si on mutualise certains équipements, comme des réseaux de chaleur, à l'échelle d'un quartier ou d'une ville, et qu'on travaille aussi sur la densité urbaine et les incidences par rapport au transport, par exemple. Donc, lien entre bâtiments et les réseaux, bien sûr. Et du coup, toutes ces échelles font que la transition énergétique s'étudie de manière assez complexe dans ces secteurs, et donc un rôle accru de l'ingénierie pour l'aide à la décision et puis l'innovation technologique, donc une forte contribution de la recherche sur ces aspects-là. Alors, ces recherches, je vais les décrire en fait en partant de l'échelle des matériaux jusqu'au quartier. Donc, en commençant par la plus petite échelle, donc les nanostructures. Donc, effectivement, l'objectif, c'est que si on confine, par exemple, de l'air dans des petites cellules, eh bien, on réduit la possibilité de la mobilité des particules et on va donc réduire la conductivité de ces matériaux. Et on pourra comme ça donc avoir des isolants plus minces et en particulier les utiliser pour améliorer la performance des bâtiments sur lesquels on ne veut pas trop perdre en surface. Dans les immeubles parisiens, par exemple, le mètre carré coûte cher. Alors, des développements technologiques donc, pour étudier, par exemple, les aérogels de silice, mais aussi des super isolants biosourcés. On essaye de travailler avec des matériaux comme les fibres de bois ou la cellulose pour réduire l'impact environnemental de ces matériaux isolants, mais aussi enduits qu'on peut rajouter sur les murs, là aussi pour des questions pratiques et de coûts qui peuvent être intéressantes. Alors, isolation, mais aussi des travaux sur les vitrages, sur les fenêtres. Un exemple ici, vous voyez cette maison qui est à énergie positive, c'est-à-dire que c'est une maison très bien isolée, dans laquelle donc, les besoins de chauffage sont très réduits, et on a une toiture photovoltaïque qui va produire de l'électricité. On produit davantage d'électricité que ce qui est consommé dans le bâtiment, mais la crainte, c'est qu'en été, la maison très isolée soit aussi inconfortable s'il y a du soleil qui rentre dans cette maison et qui surchauffe le bâtiment, d'où des travaux sur la régulation des protections solaires et puis la ventilation. Mais là, pour être sûr d'avoir bien conçu le bâtiment, eh bien, il faut caractériser les produits, les tester, avoir une idée de quels sont les débits d'air qui circulent et pouvoir à ce moment-là simuler le comportement avec des comparaisons à des mesures. Alors, au niveau des systèmes, un grand nombre de recherches également pour améliorer l'efficacité de ces systèmes, et en particulier les systèmes thermodynamiques, avec des coefficients de performance qui peuvent être mesurés en laboratoire ou in situ,
de la modélisation détaillée pour étudier les améliorations qu'on peut apporter à ces systèmes, et puis de la modélisation plus simplifiée pour pouvoir être intégrée dans les modèles de bâtiments, donc à une plus grande échelle, qui nécessitent des temps de calcul pas trop importants et donc des modèles un petit peu plus simplifiés pour étudier la possibilité d'améliorer la performance, par exemple en récupérant de l'énergie captée par une toiture ou par un système de ventilation. Si on fait sortir de l'air vicié qui est chaud du bâtiment, on peut récupérer de l'énergie, par exemple. Autre type de système qu'on peut étudier, la cogénération. Il s'agit de produire à la fois de la chaleur et de l'électricité. L'avantage, c'est qu'on produit de l'électricité quand on a besoin de chaleur. Et justement, dans les périodes très froides, c'est là où le réseau d'électricité est très mobilisé. Et donc, il est intéressant de pouvoir produire de l'électricité à ce moment-là et d'avoir comme ça une intégration intéressante de ces bâtiments dans le réseau. Autre type de système qu'on peut étudier, là, une autre maison à énergie positive dans laquelle on a une toiture photovoltaïque qui va être associée à une pompe à chaleur. Il faut savoir que le rendement des modules photovoltaïques diminue si les modules sont surchauffés, et donc on a intérêt à les refroidir. Et l'énergie qu'on peut récupérer, la chaleur qu'on peut récupérer, eh bien, on peut l'apporter à la pompe à chaleur ce qui améliore le rendement de cette pompe à chaleur, et on peut avoir aussi un stockage pour améliorer la performance d'ensemble. Alors au niveau des bâtiments, en fait, la performance provient beaucoup de la conception des bâtiments. Et si on travaille avec des architectes au niveau des plans, au niveau des choix technologiques également, eh bien, on peut, dès la conception, pouvoir réduire les besoins de chauffage ou d'éclairage ou de rafraîchissement et s'assurer en même temps du niveau de confort dans les bâtiments. Donc ces modèles, en fait, doivent aussi être validés avec des expérimentations. L'outil développé à l'École des Mines, c'est un des outils les plus utilisés dans le secteur du bâtiment, avec des utilisateurs, bureaux d'études, architectes, etc. Ça intéresse aussi des industries comme l'industrie du béton pour valoriser l'inertie thermique des matériaux dans les bâtiments. Alors, ces logiciels permettent de réduire les besoins d'énergie lors de l'utilisation des bâtiments, mais il faut bien aussi prendre en compte ce qui devient de plus en plus important en relatif, c'est l'énergie qu'il faut pour produire les matériaux de construction. C'est-à-dire qu'avec une forte épaisseur d'isolant ou des triples vitrages, on réduit l'énergie consommée pendant l'usage du bâtiment, mais il faut plus d'énergie pour produire les matériaux. Et donc, on a une optimisation un peu plus globale si on étudie le cycle de vie complet des bâtiments en prenant en compte cette fabrication des matériaux, l'utilisation et puis même la fin de vie et le recyclage éventuel. C'est pour ça qu'on parle de cycle de vie. D'autre part, ces méthodes permettent d'évaluer des indicateurs environnementaux, pas seulement l'énergie, mais plusieurs indicateurs sur la santé, la biodiversité, les déchets, etc. Alors, il est important de bien concevoir les bâtiments, mais ensuite, il faut savoir aussi les gérer si on veut économiser l'énergie. Et donc, un certain nombre de recherches qui sont menées, par exemple, en lien entre le centre d'énergétique et le centre d'automatique, pour essayer d'effacer ou de réduire les pointes de demande, et en lien avec des entreprises également, pour permettre éventuellement le délestage et donc la gestion du réseau optimisée. Alors, je l'ai dit, donc il ne suffit pas d'agir sur les bâtiments neufs, mais la réhabilitation des bâtiments existants est très importante. Le problème que l'on peut avoir, c'est que dans les bâtiments existants, on n'a pas toujours précisément les caractéristiques de ces bâtiments. Quand on a étudié la rénovation de l'école ici, on ne savait pas trop s'il y avait des isolants à tel endroit ou pas dans les toitures, par exemple. Et donc des problématiques d'identification de modèles, de propagation, d'incertitude et d'optimisation aussi, si on agit sur plusieurs critères. Jusqu'où il faut pousser l'amélioration. Si on veut réduire la consommation d'énergie, il faut investir plus. Mais au-delà d'une certaine économie, eh bien, le coût d'investissement devient beaucoup plus important par rapport à la consommation, la réduction de consommation. D'autres techniques d'optimisation, c'est-à-dire que la méthode de calcul traditionnelle, ça consiste à se fixer des caractéristiques comme l'épaisseur d'isolation ou le type de vitrage, et le logiciel ou le modèle permet de calculer les besoins de chauffage.
Mais ce qui nous est posé aussi par les concepteurs, c'est je me donne un objectif de besoin d'énergie, par exemple 50 kWh par mètre carré et par an, et je veux savoir combien d'épaisseur d'isolant il faut mettre. Et là, donc, c'est une méthode inverse, donc des outils aussi qui sont développés à l'école des mines d'Albi, par exemple, sur ce sujet. Autre type de problématique, c'est donc l'industrialisation pour réduire les coûts, avec aussi des éléments qui peuvent avoir plusieurs fonctions, là aussi pour réduire les coûts, donc en isolation, mais aussi en ventilation, en énergie renouvelable, etc. Un frein pour l'atteinte du facteur 4, c'est le lien entre les technologies et puis leur appropriation par les habitants. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de bien concevoir un bâtiment, mais si ensuite les occupants se chauffent à 23 au lieu de se chauffer à 20, eh bien, il faut savoir qu'1 degré de plus de température, c'est 15% de plus de consommation de chauffage. Et donc, là aussi, des travaux qui sont un petit peu en lien entre l'énergétique et la sociologie pour associer les habitants à cet objectif de facteur 4. Alors si on passe maintenant à l'échelle du quartier, là aussi des recherches sur l'éco-conception, donc la prise en compte de ces aspects environnementaux dans la conception, avec la modélisation de bâtiments de différents types, mais aussi de voiries, d'espaces verts, de réseaux, et là aussi des analyses multicritères par analyse de cycle de vie pour réduire un ensemble de critères environnementaux et ne pas déplacer la pollution d'un problème environnemental à un autre. Alors, si on s'intéresse à cette échelle, eh bien, les aspects de transport doivent aussi être intégrés. C'est-à-dire que si on regarde les bâtiments sans transport et qu'on rajoute le transport, eh bien, ça peut multiplier peut-être par 2 ou plus les consommations d'énergie, d'où l'intérêt d'optimiser les projets et de réfléchir aussi sur la densité urbaine, par exemple. Des liens à cette échelle aussi avec le réseau électrique, c'est-à-dire que les bâtiments sont chauffés pour un certain nombre de bâtiments à l'électricité, et ce qui génère une saisonnalité dans la demande entre l'été et l'hiver. Il peut y avoir un facteur important de saisonnalité, mais aussi dans les jours de la semaine, c'est-à-dire que le week-end, il y aura moins de consommation que les jours ouvrés, et puis des pointes pendant la journée, la pointe de 19 heures par exemple, qui peut être importante, d'où une production qui va s'adapter à cette demande, et pendant les pointes, qui va donc mettre en œuvre des moyens différents, et à ce moment-là, des impacts environnementaux qui peuvent être calculés de manière plus précise aux différents moments, avec une évolution temporelle. Et il va y avoir aussi des phénomènes de foisonnement, c'est-à-dire que par exemple tout le monde n'utilise pas heureusement sa machine à laver le même jour, au même moment, et en fonction du nombre d'équipements que l'on étudie, eh bien, plus il y aura d'équipements, plus il y aura de lissage de ces courbes de charge de demande, par exemple, et prendre en compte ces phénomènes de foisonnement peut nous aider à étudier des stratégies de contrôle, de pilotage qui sont plus efficaces aussi au niveau du réseau. Donc ces stratégies de réseau, de smart grid, ce qu'on appelle de réseaux intelligents, eh bien, sont mises en place avec des moyens de contrôle, mais aussi des technologies de captage d'énergie, de stockage, de redistribution au cours du temps, qui peuvent être mis en place dans les bâtiments. Donc voilà, j'ai un peu brossé les différents travaux dans les différentes écoles. Et les perspectives que nous avons identifiées, eh bien, c'est en particulier de travailler sur les coûts. Vous savez tous qu'un bâtiment coûte cher et que cette transition énergétique, elle se heurte à un problème de financement qui est très important. Donc il faut réduire le coût de ces technologies d'amélioration énergétique et aussi travailler sur la durabilité des matériaux, puisqu'un bâtiment, c'est quelque chose qui va durer 50, 100 ans. Et donc, ces sujets sont importants. Alors, sur l'innovation, bien sûr, on continue à travailler sur les systèmes et le stockage à l'échelle, par exemple, d'un bâtiment ou d'un quartier, avec des possibilités de recycler l'énergie, un petit peu comme on étudie dans l'écologie industrielle, la réutilisation de matières. Eh bien, on peut réutiliser de l'énergie. S'il y a un surplus de chaleur dans un bâtiment ou à un moment, eh bien, on peut le stocker et
le transformer éventuellement par un système thermodynamique pour le distribuer dans d'autres bâtiments, voire le stocker de manière intersaisonnière. Alors, je l'ai dit, un des freins importants, c'est le financement. Les investissements sont importants pour améliorer la performance des bâtiments et les investisseurs ont besoin d'être rassurés sur la performance qui peut être garantie lorsqu'on investit pour réduire les besoins d'énergie d'un bâtiment. Eh bien, est-ce que ça va vraiment se traduire par une économie qui permettra de rembourser au fur et à mesure l'investissement, d'où là aussi des recherches sur l'évaluation des incertitudes. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un bâtiment est un système complexe, il y a plusieurs centaines de paramètres, et les calculs d'incertitude deviennent très vite très compliqués, d'où l'intérêt aussi d'évaluer, de sélectionner des paramètres les plus influents pour mener ces calculs d'incertitude. Et puis ensuite, il faut éventuellement analyser des écarts. Si on a consommé plus que prévu, est-ce qu'il y a des responsabilités? Est-ce que c'est l'occupant qui s'est chauffé à 23 degrés alors qu'on avait prévu qu'il se chauffe à 20? Mais est-ce que c'est aussi la pompe à chaleur qui n'a pas eu le rendement qu'on avait estimé? Est-ce que c'est l'entreprise de construction qui donc n'a pas forcément fait attention aux fuites d'air à un moment ou à un autre, etc. Donc, comment remédier à cette consommation qui n'a pas été celle qu'on avait prévue? Donc, là aussi, les comportements des habitants sont très importants et des modèles pour améliorer cette prise en compte des comportements. Alors, si on veut réguler les bâtiments et les quartiers, optimiser leur gestion pour s'inscrire dans les smart grids, on va avoir besoin de moyens de calcul. Et si on veut réduire les coûts, on va peut-être éviter d'avoir des moyens de calcul importants dans chaque bâtiment, mais peut-être faire appel, par exemple, au cloud pour avoir des moyens de communiquer, pour, par exemple, utiliser des prévisions météo, faire du calcul un peu anticipatif, et pouvoir faire de la gestion plus efficace grâce à ces moyens de calcul et de simulation. Alors, l'analyse de cycle de vie, on l'a vu, quelque chose d'intéressant pour réduire les impacts environnementaux, mais le problème que l'on a eu, c'est qu'on l'a fait actuellement à l'échelle d'un bâtiment ou d'un quartier, et il est intéressant tout de même, pour éviter de déplacer la pollution, de prendre en compte l'effet les conséquences des décisions que l'on prend au niveau d'un secteur, le bâtiment, sur les autres secteurs, et en particulier sur le secteur de l'énergie. Beaucoup de bâtiments sont chauffés à l'électricité, ça génère des pointes et éventuellement des impacts environnementaux qui sont déplacés à ce moment-là. Le convecteur est très propre dans le bâtiment, mais il faut produire l'électricité. Donc de l'analyse de cycle de vie conséquentielle, donc en lien avec le centre de mathématiques, par exemple. Voilà, donc en conclusion, effectivement, il est nécessaire d'accompagner cette transition énergétique. Les acteurs du bâtiment sont un peu démunis parce que c'est souvent des petites structures, des architectes, des bureaux d'études qui prennent des décisions, et on a besoin d'outils pour les accompagner. Il y a aussi énormément de petites entreprises de construction, et donc c'est un secteur qui, bien sûr, consomme beaucoup, et on a l'impression qu'il y a donc un fort potentiel de réduction, mais il y a une complexité liée aussi à la formation de cet ensemble très diffus de petites entreprises. Donc, on a besoin de compétences nombreuses. Il s'agit d'assurer plusieurs fonctions dans un bâtiment, hein. Il y a des notions aussi d'acoustique, de qualité de l'air, et l'énergie, c'est qu'un des aspects parmi cet ensemble de problématiques à l'échelle des bâtiments, d'où la nécessité de travaux interdisciplinaires. Donc les nouvelles technologies doivent être performantes au niveau de l'énergie, mais aussi respecter un cahier des charges très global, hein, si on s'intéresse à la garantie décennale, aux propriétés en acoustique, en qualité de l'air, etc. Eh bien, ça complexifie bien sûr l'émergence de ces technologies. Donc l'intérêt aussi des modélisations, des simulations pour gérer ces bâtiments et pouvoir communiquer aussi avec les occupants. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si on a des interfaces qui leur permettent facilement de regarder l'effet de leur comportement sur leur consommation, eh bien ça peut aider à les sensibiliser
et donc à les aider à s'approprier ces nouvelles technologies. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Bon, merci Bruno. Je pense qu'on est un petit peu en avance sur l'horaire. C'est assez rare, exceptionnel, me dit-on, pour en profiter. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent sur cet exposé pour effectivement poser la question donc, à Bruno sur je dirais les priorités en termes de travaux de R&D sur le bâtiment ou le lien bâtiment quartier-ville réseau. Donc c'est le moment. Donc des questions sont certainement posées en table ronde, mais je pense que vous avez en face de vous une personne extrêmement compétente dans le domaine. Il faut surtout en profiter. Donc alors une question, alors c'est toujours la première qui fait mal. Oui, voilà. J'ai été très intéressé, mais un peu frustré de ne pas avoir d'ordre de grandeur économique. Le gouvernement avait affiché il y a en gros 1 an des objectifs très ambitieux en matière de rénovation. Or, très récemment, j'ai posé la question à quelqu'un qui était très compétent et on bute sur les ressources financières. Il y a des dépenses en capital qui sont absolument faramineuses et qui sont absolument incompatibles à échéance de court terme ou à échéance humaine pour les retraités quant à l'intérêt de ces investissements. Et il y a eu une idée qui était sympathique, c'était des prêts à taux zéro, de façon à ce que on essaie de rendre à peu près indolore au plan financier, mais même comme ça, on est loin du compte. Or, quel pourcentage du PIB, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, il y a derrière la mise en œuvre de ces perspectives passionnantes que vous avez décrites? Merci. Alors effectivement, il y a des points de vue très différents entre, par exemple, la France et l'Allemagne. J'aime bien comparer parce que l'Allemagne a une politique sur le long terme. Et c'est vrai que nous, on se pose une question plutôt à court terme de la rentabilité d'une opération, par exemple. Le point de vue allemand, c'est de dire, bon, la rénovation ne se fera pas du jour au lendemain. On ne rénovera pas 30 millions de logements d'un coup. Et donc, il faut prévoir des budgets dans la durée, avec un dispositif dans la durée qui permet de pouvoir, de permettre cette transition. Plus on la retarde, et plus elle risque de nous coûter cher. C'est-à-dire qu'on continue, comme on l'a dit tout à l'heure, à dépenser 60 milliards d'euros par an en énergie. On s'appauvrit et ce sera encore plus difficile demain de rénover les bâtiments. Donc l'avantage de le commencer aujourd'hui, c'est aussi de développer des emplois, de développer une activité économique en France. C'est plus difficile dans certains secteurs, mais dans le bâtiment, la rénovation se fait essentiellement avec des emplois localisés en France. Donc il y a beaucoup d'avantages. Alors si on prend un exemple de rénovation qu'on a mené récemment en logement social, ce qui montre que c'est possible, on a donc un coût par exemple de 5 à 10 000 euros par logement qui nous permet déjà de mener des activités de rénovation assez intéressantes. On n'est pas obligé de faire toutes les opérations de rénovation d'un coup. C'est-à-dire qu'on peut, dans un premier temps, rénover les façades avec l'isolation et les vitrages. Dans un autre temps, rénover la chaudière. Dans un autre temps, rénover la toiture. Vous voyez, vous pouvez faire par étapes. Et donc, ça donne des degrés de liberté pour permettre à de plus en plus de bâtiments d'évoluer. Il faut savoir aussi que les coûts de l'énergie vont augmenter. On peut se dire aujourd'hui l'énergie n'est pas chère,
C'est vrai que l'énergie est aussi subventionnée indirectement, hein. C'est vrai que tous les coûts ne sont pas internalisés, hein. Si vous avez une marée noire, eh bien c'est les collectivités qui en payent un certain prix. Si vous avez une explosion de gaz, c'est aussi quelque part les assurances. Si vous avez un accident nucléaire, eh bien je ne suis pas sûr que les assurances soient complètement financées par le prix de l'électricité. Donc, continuer à subventionner toutes les énergies et refuser d'investir pour l'efficacité énergétique, c'est un petit peu la cigale et la fourmi par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne se prépare dans cette transition énergétique et nous, on continue à dire continuons un petit peu comme ça. Donc voilà, moi, mon ressenti par rapport à cette question. Je ne suis pas économiste. Je pense que dans les tables rondes, il y aura des gens qui étudieront des scénarios avec des propositions chiffrées, hein, sur ces sujets-là, qui sont plus à même que moi de répondre. Je suis un spécialiste de l'énergétique des bâtiments. Mais en tout cas, je crois qu'il faut réfléchir un peu plus largement sur ces questions d'économie dans le temps et dans l'espace. Oui, merci. Oui, bonjour, Guillaume Peter, SFR. Puisqu'on est sur un sujet mine et télécom, dans votre exposé, sur la partie régulation, il y avait le thème des thermostats intelligents qui m'intéressait. Et j'ai vu des applications justement par un ancien d'Apple qui a lancé un thermostat qui s'appelle Nest, qui est repris sur le site Proxima Mobile. Et je voulais vous demander si vous aviez déjà des idées sur cette partie thermostat régulation. Alors, effectivement, il y a plusieurs façons de concevoir la régulation des systèmes. Il faut savoir que bon, le confort, si vous voulez, c'est une température, mais aussi une évolution des températures. Et donc, si on coupe le chauffage, par exemple, pour délester et pour donc réduire la pointe de demande sur un réseau, on peut le faire dans des bâtiments relativement bien isolés facilement. Et ça permet donc de maintenir un degré de confort satisfaisant. Mais sur des bâtiments anciens et mal isolés, à ce moment-là, on a une chute trop brutale de température. Et même si on a, par exemple, surchauffé le bâtiment l'après-midi à 22 ou 23 degrés pour pouvoir couper à 19 heures et réduire la pointe, eh bien la variation, même si on ne va pas en dessous de 19, mais le fait de varier rapidement la température peut induire un inconfort. Et donc, il faut faire un petit peu attention sur des technologies qui sont parfois un petit peu trop simplistes et qui, à ce moment-là, se heurtent à des questions d'acceptabilité par les habitants. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille avec le centre d'automatique sur ces questions pour bien étudier les incidences de ces stratégies de gestion sur les évolutions de température et pas seulement sur les consommations. Marie-Louise Casanement, Arclès. Ma question porterait sur la rénovation du bâtiment existant. Vous avez mis l'accent sur les études et recherches pour les différents aspects de cette rénovation. Mais ma question serait d'avoir aussi une vue sur les études, enfin, les actions que vous avez pour être en lien avec les distributeurs en fait de toutes ces technologies, c'est-à-dire en fait qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'il y ait un petit peu qu'il y ait de la qualité qui soit apportée dans les études thermiques qui sont nécessaires, pour le choix de la qualité des isolants, pour le choix de la qualité des vitrages, le lien en fait avec le marché des opérateurs. En fait, nous menons beaucoup d'opérations de démonstration, c'est-à-dire qu'il y a de la recherche, mais il y a de la R&D. Et dans le bâtiment, il est important, bien sûr, de ne pas se concentrer sur les actions en laboratoire, mais aussi de tester des opérations réelles. J'ai cité une rénovation de HLM, mais on a des travaux avec les constructeurs de maisons individuelles.
Phoenix Evolution, par exemple, qui s'occupe de réhabilitation de maisons individuelles pour, sur le terrain, voir ce qui est possible, quel est l'intérêt des différentes technologies. Et donc, on mène des activités aussi de mesure. C'est-à-dire que quand on rénove un bâtiment, eh bien, on participe d'abord à l'étude de conception de la réhabilitation pour évaluer l'intérêt de différentes technologies, choisir celles qui sont les plus adaptées dans un projet. Et puis ensuite, une fois que la réhabilitation est effectuée, eh bien, on mesure les températures, les consommations pendant un an pour voir justement si le niveau de qualité qui avait été envisagé au départ est bien respecté. Et le retour d'expérience permet de renseigner les acteurs sur quelles sont les technologies qui fonctionnent bien, qui ont été faciles à installer et sur lesquelles les habitants n'ont pas eu trop d'interférences négatives et qui sont appropriés les technologies de manière satisfaisante.